Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. La semaine que nous venons de terminer a remis en lumière les questions de normalisation monétaire avec des minutes de la Banque centrale américaine, c'est-à-dire un compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed qui s'est tenu en décembre. Les minutes qui sont donc ressorties mercredi soir ont affiché le changement de ton clair que la Banque centrale américaine avait adopté dès le mois de décembre par la bouche de Jérôme Powell et puis différents speakers également de la Fed qui s'est exprimé sur les orientations monétaires à venir, avec une mise en lumière assez claire du rythme de cette normalisation monétaire. Le rythme sera normalement relativement soutenu. On sait que les achats d'actifs avaient déjà commencé à diminuer, ils devront s'arrêter au mois de mars, mais on a vu également que la hausse de taux, alors qu'elle était plutôt prévue dans l'esprit des marchés, la première hausse de taux de la Fed plutôt au deuxième trimestre, eh bien le marché commence à anticiper maintenant qu'on puisse avoir une hausse de taux dès le mois de mars, ce qui signifierait donc la fin des achats d'actifs de la Banque centrale américaine, qui, on le rappelle, il y a encore quelques mois, achetait 120 milliards d'actifs tous les mois, ne serait-ce que début du mois de novembre encore, ou septembre, octobre, c'est encore la cadence d'achat mensuelle, et donc cette cadence sera réduite à 0 au mois de mars, et une hausse de taux pourrait survenir au même moment, sachant également que les minutes ont fait ressortir, et d'autres speakers de la Fed également avant, que le bilan de la Fed également, tous ces actifs que la Fed a achetés et qu'elle a stockés dans son bilan, et bien que ce bilan pourrait également être ajusté pas trop longtemps après les premiers relèvements de taux. Donc ce qui veut dire un tir groupé en fait sur trois éléments importants, tapering, donc un fin des achats d'actifs, plus une hausse de taux et le début des ajustements du bilan en l'espace de quelques mois simplement. Pour vous donner un ordre d'idée et pourquoi le marché, du coup on le voit bien, et on va en parler dans quelques instants, pourquoi les taux remontent comme ça, pourquoi le marché est plus sensible depuis quelques jours, eh bien parce que ce rythme de normalisation monétaire sera beaucoup plus rapide probablement que le rythme précédent. Souvenez-vous, après la crise des subprimes aux États-Unis, la fameuse crise financière qui avait vu la faillite de Lehman Brothers, eh bien la Fed avait mis en place plusieurs programmes d'achat d'actifs pour soutenir l'économie et soutenir les marchés. Le troisième et dernier de ces programmes s'était arrêté en octobre 2014. La première hausse de taux qui avait suivi n'était intervenue qu'en décembre 2015, donc plus d'un an après, et le bilan avait commencé à baisser. Seulement, il s'était stabilisé donc les mois qui ont suivi, mais il avait réellement commencé à baisser ce bilan presque 2 ans après les premières hausses de taux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rythme de normalisation précédente était beaucoup plus lent que celui auquel nous ferons très probablement face à la fin de cette crise sanitaire et une normalisation monétaire qui a déjà commencé pour plusieurs banques centrales à l'échelle mondiale. Donc ça s'appelait moyennement au marché parce que ça veut dire un peu moins de liquidité, c'est-à-dire des taux qui remontent également. Ça c'est l'événement de la semaine. Vous avez vu que le taux 10 ans allemand, donc le taux de référence pour la zone euro, eh bien, évolue sur des niveaux qu'on n'ait pas vus depuis 2019. Donc c'est un taux qui remontait au-delà des niveaux pré-crise sanitaire. Alors il est toujours très faible ce taux 10 ans allemand, toujours proche de 0%, il était même encore négatif une bonne partie de la semaine. Mais simplement, il se redresse. Il se redresse, d'autres taux, le 10 ans français, le 10 ans italien se redresse, et puis le 10 ans américain également flirte avec les 1,7% au moment où on se parle, ce qui est donc là aussi son plus haut niveau depuis 2021, quasiment c'est le plus haut annuel de 2021, et au-dessus de ces niveaux-là, après on retombe sur les niveaux de janvier 2020, c'est-à-dire des niveaux d'avant-crise, des niveaux normaux en fait. Donc on voit bien tout ce schéma de normalisation sur les taux, et ce qui a entretenu ce sentiment-là, c'est pas seulement les minutes de la Fed qu'on a eu mercredi, c'est également le fait que l'énergie reste élevée. Regardez les prix du pétrole aux États-Unis, ils ont repassé la barre des $80 cette semaine, alors qu'ils avaient chuté ces dernières semaines, notamment sur les craintes sanitaires, etc., plus l'accès aux stocks stratégiques, plusieurs États de la planète, dont les États-Unis et l'Europe, qui ont eu recours à leurs stocks stratégiques de pétrole, ça avait fait baisser les cours. Bien là, on voit que les cours repartent un petit peu à la hausse du pétrole, et on sait que le pétrole est une composante importante de l'inflation, une composante importante dans cette progression des prix qu'on observe depuis des mois. Alors non pas que l'on pense que l'inflation va encore accélérer, mais simplement ce sont des facteurs qui font qu'on ne pense pas du coup que l'inflation va retomber aussi vite que ça, et donc ça va obliger la Fed effectivement à ne pas changer son fusil d'épaule concernant cette normalisation monétaire. Donc c'est ça le gros thème de la semaine, tout autour des banques centrales, des taux, et donc d'un soutien finalement pour les marchés qui sera un petit peu moins important. On rappelle quand même qu'une normalisation monétaire est une bonne chose, simplement quand les marchés sont habitués à des flots de liquidités absolument conséquents depuis près d'1 an et demi, presque 2 ans maintenant, et bien forcément quand on commence à refermer un petit peu les robinets,
eh bien, une période d'adaptation pour les marchés, le temps de retrouver un rythme normal. Mais finalement, ces périodes sont aussi bonnes parce qu'elles obligent les marchés à se reconcentrer sur les fondamentaux économiques, plus seulement à dépendre de la liquidité des banques centrales, mais à se reconcentrer sur les secteurs, quel secteur performe, quel secteur sous-performe, quelle valeur à l'intérieur de ces secteurs. Donc c'est un schéma pour 2022 qui sera bien plus sélectif, beaucoup moins momentum global et beaucoup plus sélectif pour les investisseurs sur ces différentes classes d'actifs. Et donc ce qu'on voit, c'est que dans cette phase de normalisation, de début de normalisation monétaire, où le bruit des banques centrales est très présent, et bien ce qu'on voit, et ce qui est assez logique, ce sont les actifs les plus valorisés qui corrigent. Regardez les valeurs de croissance, par exemple, toutes les valeurs technologiques, un petit peu en Europe et beaucoup aux États-Unis, ce sont elles qui cette semaine ont le plus baissé. Et à l'autre bout du prisme, eh bien les valeurs qui en début de semaine progressaient pas trop mal, c'est tout ce qui est tourisme loisir, tout ce qui est secteur bancaire parce que les taux se redressent, tout ce qui est secteur, donc tout ce qui est secteur auto également, hein, donc des valeurs un peu plus cycliques. Donc on voit bien cet écartement entre cette rotation en fait entre les valeurs plus de croissance et technologique et puis des valeurs plus traditionnelles, plus cycliques qui se fait. Simplement on a quand même constaté, ça il ne faut pas le perdre de vue, qu'en milieu de semaine quand même, ces valeurs cycliques qui au début progressaient bien en début de semaine, ont commencé à rebaisser un petit peu, quelques prises de gains, parce que ce que le marché, je pense, est en train de craindre un petit peu, c'est pas une grosse crainte, je pense, pour la partie européenne, mais il faut quand même l'intégrer à court terme, c'est que le tapering, enfin l'action de ralentissement monétaire de la part des banques centrales, notamment de la Fed, eh bien, interviennent à un moment où l'économie est aussi un peu plafonnante par rapport à ces questions sanitaires, par rapport à ces questions toujours de pénurie mondiale, même si ça s'est un petit peu amélioré quand même, si les délais d'acheminement sont un petit peu meilleurs, si les ports, si les embouteillages dans les ports mondiaux ont dégonflé, il y a toujours quand même des tensions sur la chaîne logistique mondiale, et donc le marché craint que si les banques centrales normalisent leur politique monétaire à ce moment-là, eh bien finalement c'est un peu un effet ciseau entre un ralentissement ou des économies un peu plafonnantes et puis un ralentissement monétaire, et donc c'est là qu'on pourrait voir aussi des secteurs qui jouent pourtant la réouverture de l'économie, qu'on vient de citer, donc on pourrait aussi voir ces secteurs baisser un petit peu, certaines valorisations dégonfler un petit peu, les investisseurs prendre un peu leurs gains, mais normalement, ce sont des titres qui devraient un peu moins souffrir quand même que les valeurs purement de croissance technologique, là, qui ont des multiples beaucoup plus élevés et qui sont très sensibles à ces questions de niveau de taux, parce que en dépendent la cherté des financements, et on sait que les valeurs de croissance ont besoin de financement, ont besoin d'accès à la liquidité abondante pour se financer, donc forcément c'est le secteur qui ajustent le plus dans ces phases de normalisation monétaire. Mais on rappelle quand même, c'est bien ça qu'il ne faut pas non plus perdre de vue, c'est qu'une normalisation monétaire est quand même une bonne nouvelle, ce qui signifie que les États et les banques centrales ont plutôt confiance dans les niveaux de reprise économique, donc ça reste quand même positif, même pour les marchés à moyen terme. Voilà ce qu'il fait retenir. On a également eu cette semaine, là en fin de semaine, donc alors juste avant de passer à la partie emploi, je disais à l'instant, les craintes qu'on peut avoir un petit peu à court terme, c'est cette économie qui plafonne un peu. On a eu deux indicateurs cette semaine ISM, partie manufacturière et partie service. Les deux indicateurs ISM aux États-Unis sont ressortis en dessous des attentes et des chiffres précédents. Donc il reste très bon d'un point de vue historique. On est toujours sur des niveaux très élevés, mais on avait atteint des niveaux absolument stratosphériques sur l'ISM, même des records historiques. Donc le fait que ça retombe un petit peu comme ça ne veut pas dire qu'on prépare une récession ou quoi que ce soit, ça veut dire que la cadence économique plafonne un petit peu, et les ISM traduisent, les indices d'activité que sont les indices ISM, traduisent un petit peu ce sentiment-là. On a eu en revanche des chiffres bons du côté de l'emploi. Alors un rapport sur l'emploi qui a fait ressortir le taux de chômage le plus bas depuis le début de la crise sanitaire aux États-Unis à 3,9%, donc sur le marché de l'emploi, on le ressentait déjà ça, ce marché de l'emploi qui était tendu, mais là ça se confirme, le taux de chômage au plus bas depuis le début de la crise, et puis surtout on voit une progression des salaires, la progression du salaire moyen aux États-Unis au mois de décembre a été supérieure aux attentes. Et on est sur des rythmes de progression d'une année à l'autre, donc même d'un peu plus de 5% pour le mois de novembre, et 4,7, 4,8, j'ai plus le chiffre précis en tête, mais très proche de 5% là aussi pour le mois de décembre. Donc les salaires progressent, donc forcément c'est la fameuse boucle prix-salaire dont on parle, et ça les banquiers centraux, et notamment la Fed, sont obligés d'y prêter attention, et d'où ce discours un peu plus musclé de la part des banquiers centraux. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Et donc dans ce contexte d'actifs risqués qui corrigent, quels sont les actifs les plus risqués? Vous avez les crypto-devises par exemple, on voit que ça corrige déjà depuis quelques temps. Vous avez aussi côté US, donc toutes les valeurs qu'on appelle les valeurs SPAC, vous savez, ces véhicules d'investissement qui permettent de lever des fonds en bourse pour ensuite acheter des cibles en fait, mais donc on n'introduit pas une entreprise qui est déjà
qui cotent en bourse, c'est des véhicules purement spéculatifs où on investit sur un nom, une signature d'investisseur en disant voilà, oui, j'investis dans ton SPAC en espérant que l'entreprise que tu vas acheter ou financer sera performante. Donc oui, c'est quand même des choses très en amont et très spéculatives. Ça, on voit que ça baisse depuis déjà quelques mois maintenant. On voit que toutes les valeurs, ce qu'on appelle IPO également, toutes les introductions en bourse qui ont eu lieu ces derniers mois, la valeur moyenne de ces introductions en bourse est plutôt à la baisse et réserve à la baisse depuis quelques mois. Tout ce qui est également les fameuses meme stocks, vous vous souvenez, ces actions très euphoriques type GameStop ou AMC qui avaient littéralement explosé à la hausse en 2021, et bien on voit aussi des corrections. En tout cas ces 2-3 derniers mois, un peu plus marqués sur ce secteur-là. Donc c'est quand même un secteur qui prend déjà en compte en fait. Plusieurs secteurs ont déjà pris en compte les propos un peu plus agressifs de la Fed depuis 2-3 mois. Et là on voit que cette semaine, c'est la partie un peu plus core, un peu plus cœur de marché, les large cap américaines, les GAFAM en fait, Google, Alphabet, Facebook, etc. qui corrigent également. Donc on voit vraiment que c'est la partie la plus solide du marché US, technologique, qui prend aussi un petit peu ses gains dans ce contexte de normalisation monétaire. Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? On aura donc lundi des données sur la Chine qu'on va surveiller évidemment. Tout ce qui provient de la Chine, on le surveille parce que dans un contexte macro toujours un petit peu sensible, avec une politique de tolérance zéro par rapport au Covid, notamment à l'approche des Jeux Olympiques de février, on sait que la Chine pilote son économie pour qu'elle soit le moins dégradée dans ce contexte sanitaire délicat, pour ne pas qu'elle soit submergée, cette économie, par une vague sanitaire à l'approche des Jeux, ce qui ferait un très mauvais effet. Donc on sait que la Chine pilote et que la Chine bride un peu son économie en fait volontairement par ces contraintes sanitaires, parce qu'en termes d'image, on ne peut pas arriver à des Jeux Olympiques avec un contexte sanitaire absolument dégradé. Donc tout ceci pèse sur les indices chinois, sur la croissance chinoise. Donc on surveillera lundi, même s'il y a quelques données intéressantes quand même, les derniers indicateurs d'activité en Chine, PMI, les fameux indicateurs PMI, ils sont ressortis en petite amélioration par rapport au mois précédent. Donc le sentiment qu'on est un peu sur un bottom quand même sur la Chine, qu'on a un petit peu touché un point bas probablement, en tout cas en termes d'économie globale macro. Et donc on surveillera la semaine prochaine tout ce qui est les nouveaux prêts. On aura des données lundi sur les nouveaux prêts. On aura également des données sur la masse monétaire M2, donc qui mesure un petit peu tout ce niveau de liquidité dans l'économie. Donc évidemment une masse monétaire qui progresse, c'est toujours bien perçu par les marchés. Donc on verra ce qu'il en est. On aura également la confiance des investisseurs en zone euro lundi. Puis mardi, on passera à nouveau un petit peu sur la Fed. On aura l'intervention de Jérôme Powell devant une des commissions bancaires du Sénat américain. Et le même jour, donc un mardi toujours, Mester et George, deux membres de la Fed, parleront également. Esther George donc, et Leila Mester parleront également à leur tour. Donc voilà, on aura pas mal d'informations sur la Fed, en tout cas sur la politique monétaire, même si on a déjà eu beaucoup de réactions de marché par rapport à ça. On aura également la confiance ou le sentiment pour les petites entreprises américaines. C'est bon à voir ça parce que on les connaît, on les sait, ces petites entreprises très sensibles à la conjoncture. Et donc on verra comment est perçu en fait, on verra en termes de difficultés de recrutement, en termes de financement, en termes de marché, de carnet de commandes, etc. On verra tout ceci dans cet indice qu'on aura, qu'on appelle le NFIB, qui est l'indice de confiance des petites entreprises américaines, qui sera publié mardi. Mercredi, des données à nouveau sur la Chine, donc des données sur les prix, c'est important, tout ce qui est prix à la consommation et prix à la production. On aura également l'inflation aux États-Unis, évidemment donnée importante, l'IPC, donc un indice des prix à la consommation. Et on aura jeudi ensuite, donc tout ce qui est prix à la production aux États-Unis, toujours des données sur le chômage aux États-Unis avec les inscriptions hebdomadaires. Et puis on terminera la semaine avec les ventes au détail. Donc ça, évidemment, un repère important. On sait que la consommation, c'est 2/3 du PIB américain. Donc 2/3 de la croissance américaine, et donc tout ce qui est consommation est évidemment surveillé de très près côté US. On aura également l'indice de confiance des consommateurs vendredi prochain toujours pour les États-Unis, donc vraiment une fin de semaine teintée par le consommateur américain. Donc évidemment une donnée capitale en fait, tout dépend du consommateur aux États-Unis, de son appétit, et donc si on a des bons chiffres, effectivement ça pourrait permettre de rassurer un petit peu sur justement un petit peu les vents contraires liés à la normalisation des politiques monétaires, et puis liés à la crise sanitaire toujours, voir comment cette crise impacte finalement l'appétit de consommation des consommateurs. Est-ce qu'il y aura un impact ou pas? Voilà, gros rendez-vous vendredi prochain. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.